Alors, rebonjour à tous pour les derniers arrivants. Donc, comme je disais, aujourd'hui, la société Libu va vous présenter une webconférence à l'occasion de la semaine pour la qualité de vie au travail, présentée par l'ANACT. Donc, nous, on est une société bordelaise qui travaille justement dans la qualité de vie au travail et qui propose une solution qu'on vous présentera un peu plus après. Donc, cette webconférence, elle va s'articuler, comme je l'ai dit, autour de 2 innovations au service du bien-être au travail et il y aura 4 intervenants. Donc les 2 thématiques aujourd'hui qu'on va traiter, la première thématique, ça va être la lumière qui est un élément essentiel à votre bien-être et à votre santé. On aura une première intervention du docteur Claude Gonfier, qui est chercheur en chronobiologie à l'INSERM, qui lui va nous parler de la thématique lumière et santé. Et ensuite, Manon va nous présenter la solution Libu et tout ce qu'il y a autour de la solution Libu. Et ensuite, on aura une intervention de Pierre Buraglia, qui lui est chiropracteur à Chirocéan dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui va nous parler plutôt de la posture au travail. Et ensuite, on aura une intervention d'Antonin, qui est fondateur de Lookup, une start-up paloise, bonjour Laurence, qui va nous parler de la solution qu'il est en train de développer. Alors, comment ça va se passer? Ils vont intervenir. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre soit dans le chat, soit dans les questions. J'hésiterai pas à interrompre les intervenants si les questions sont bien sur le moment, enfin, s'il y a un intérêt à les poser sur le moment. Sinon, il y aura aussi du temps de questions-réponses à la fin de chaque intervention. Et on va commencer l'intervention du docteur Claude Gonfier qui va nous parler de la lumière et de la thématique lumière et santé. Alors, Claude, je vais vous donner la main. Hop. Hop. Voilà. Bonjour Claude Gonfier. Je vais vous laisser prendre la main. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Alors, si vous m'entendez bien, je vais pouvoir démarrer. Donc moi, évidemment, le thème... Alors tout d'abord, je tiens à remercier Manon et Tinou de m'avoir invité à présenter. Je suis ravi d'être là pour vous parler de ce thème. C'est un thème important et j'espère pouvoir vous amener à comprendre pourquoi c'est un thème important. On parle souvent, quand on parle de bien-être, on a toujours la sensation qu'on parle de bien-être psychologique et que finalement, c'est qu'un détail. Et évidemment, ça n'est pas un détail. Vous qui êtes là savez bien cela. La lumière a un rôle majeur dans cette sensation de bien-être. J'ai souhaité intituler ma présentation en utilisant le terme santé, parce que vous connaissez sans doute la définition de l'OMS. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc quand on parle bien-être, il faut évidemment penser non seulement à mental, mais aussi à physique et social. Donc moi, je suis chercheur à l'INSERM, comme Tinou l'a dit. Je travaille sur le domaine des effets de la lumière sur la santé, les rythmes biologiques et le sommeil depuis plusieurs années maintenant. Ce que je vais vous montrer, c'est ce qui a découlé de toutes ces recherches qui ont été menées dans le domaine de la chronobiologie au cours des 20 dernières années, de manière très synthétique bien sûr. Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle des effets de la lumière sur notre santé découle de découvertes qui ont été faites dans les années 70, ça n'est pas si vieux à l'échelle de la connaissance, et qui ont mis en évidence l'existence d'une horloge biologique dans le cerveau. Alors ici, on voit sur cette image schématique. Alors, Claude, désolé de vous interrompre, mais je crois que vous n'avez pas partagé votre écran. Ah, alors attendez. On vous voit très bien à vous, mais on ne voit pas de schéma. Ah, alors en effet, si vous ne voyez pas le schéma, est-ce que maintenant vous avez accès à mon écran? C'est en train de charger. Yes, super. Allez, je vous laisse continuer. Merci beaucoup. Désolé. Alors, donc, je ne vais pas reprendre depuis le début, évidemment. J'en étais à ce schéma qui vous montre que cette horloge biologique qui a été découverte dans les années 70, elle est localisée ici, dans le cerveau. 2 petites structures qui sont indiquées en rouge sont en fait responsables de la rythmicité de notre organisme à de nombreux niveaux, comme on va le voir. Ce sont de toutes petites structures et vous voyez qu'elles sont nichées au cœur du cerveau. Elles sont bien protégées, ces structures. Ce qui a été découvert par les scientifiques dans les années 90, c'est plus récent maintenant, eh bien c'est que cette horloge biologique, cette structure neuronale, elle a une activité rythmique. On voit ici une activité qui augmente, puis qui diminue, etc. au cours du temps.
Cette activité rythmique, elle ressemble un petit peu à un électrocardiogramme, sauf qu'au lieu d'avoir une pulsation toutes les secondes, on en a une toutes les 24 heures. En fait, c'est une pulsation qui n'est pas exactement toutes les 24 heures. La rythmicité est proche des 24 heures. Et ça, c'est un point important, parce que, évidemment, tout comme ce serait le cas si on avait une montre, et c'était le cas il y a quelques années encore, quand on devait remonter nos montres et les remettre à l'heure, eh bien, il faut resynchroniser cette horloge. Il faut la remettre à l'heure. Et la remise à l'heure est quotidienne, et elle s'effectue par la lumière. La lumière est le synchroniseur majeur de notre horloge biologique. Ce n'est pas l'activité sociale, ce n'est pas l'activité cognitive intellectuelle, ce n'est pas l'activité physique, ce n'est pas l'alimentation, c'est la lumière qui est le synchroniseur majeur de notre horloge biologique. Et lorsque cette horloge est bien synchronisée par la lumière, eh bien, elle permet, par ses connexions, d'exprimer des rythmes biologiques au bon moment, pendant les 24 heures. Par exemple, cette courbe en rouge illustre la sécrétion de mélatonine. C'est une hormone qui est impliquée dans l'endormissement. Il est donc important qu'elle soit sécrétée la nuit. La température corporelle chute pendant la nuit. C'est important. La chute de température est associée à la somnolence et à l'endormissement. Et puis on voit ici tout en bas une courbe en jaune qui est la courbe de sécrétion du cortisol. Cette hormone est très importante au moment du réveil. Eh bien, il faut donc qu'elle culmine au moment du réveil. Cette rythmicité-là, elle est liée à l'horloge biologique. Alors, comment est-ce qu'on sait que cette horloge a une activité proche de 24 heures? Eh bien, on l'a mesuré en laboratoire. On a, nous, ici à Lyon, participé avec une équipe de recherche à Boston, aux États-Unis, et on a regroupé un ensemble de données qui avaient été obtenues sur une vingtaine d'années dans les laboratoires. Et on a mesuré la vitesse de l'horloge chez 157 personnes, âgées de 20 ans jusqu'à 79 ans, je crois, pour la plus âgée. Et qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, on a observé qu'il y a ce qu'on appelle ici un histogramme qui nous montre que la grande majorité des individus a une horloge qui est en effet très proche de 24 heures, 24.15, à peu près 24 heures et 10 minutes. Et il existe un certain nombre d'individus qui ont une horloge beaucoup plus rapide, jusqu'à 23h30, et d'autres qui ont une horloge beaucoup plus lente. Alors à quoi ça correspond ça dans la vraie vie? Eh bien, c'est très simple. Les individus qui ont une horloge rapide ont une période courte. Leur horloge a tendance à prendre de l'avance tous les jours. Ce sont les couches-tôt lève-tôt. Et on les appelle les chronotypes du matin en médecine du sommeil. Quelqu'un qui a une horloge courte ne deviendra pas un couche-tard lève-tard. Il est programmé génétiquement pour être couche-tôt lève-tôt. À l'opposé, quelqu'un qui a une période longue, eh bien, il a une horloge qui retarde, elle a tendance à prendre du retard. Ce sont les couche-tard lève-tard et on les appelle les chronotypes du soir. Donc, premier point très important, la période, la vitesse de notre horloge est une caractéristique individuelle et on a donc des besoins individuels. Et pourquoi est-ce qu'on a des besoins individuels? Bien évidemment, on doit tous être sur notre planète Terre synchronisés à la journée de 24 heures et on imagine bien que quelqu'un qui a une horloge rapide, 23h30, eh bien il va falloir que cette horloge elle soit retardée tous les jours pour rester bien calée aux 24 heures. Et quelqu'un qui a une horloge lente, eh bien son horloge devra être avancée tous les jours pour rester parfaitement en synchronie avec la journée solaire. Alors comment elle marche cette synchronisation, cette remise à l'heure? Eh bien je vous l'ai dit, ça passe par la lumière, c'est le principal synchroniseur de l'horloge. On a longtemps pensé que cette synchronisation s'effectuait par les cônes et les bâtonnets qui sont dans notre rétine. Vous savez, ce sont ces cellules, les photorécepteurs qui sont impliqués dans la vision des couleurs, la vision du mouvement. Et puis, eh bien, il s'avère que ça n'est pas juste. On a découvert en 2002, très récent, là encore à l'échelle de la découverte scientifique, un nouveau type de cellules sensibles à la lumière dans notre rétine. Elles ont été appelées les cellules à mélanopsine. Ces cellules-là, elles fonctionnent de manière indépendante, elles reçoivent de l'information de la part des cônes et des bâtonnets, mais elles ont la capacité à être activées par la lumière, indépendamment. Et lorsqu'elles sont activées par la lumière, eh bien, elles transmettent un message, non pas vers les structures visuelles, mais vers des structures qui ne sont pas visuelles, telles que l'horloge biologique circadienne qu'on a vue à l'instant. C'est donc par cette voie-là que la lumière permet de synchroniser notre horloge indépendamment des structures visuelles. Alors, ce qui a été découvert depuis 2002 et qui est illustré sur ce schéma, c'est que cet œil ici qu'on voit en bas à gauche, avec ces cellules à mélanopsine qui sont représentées par les petits points noirs, eh bien, va transmettre un message au noyau suprachiasmatique, à cette horloge biologique, mais aussi à un ensemble de structures dans le cerveau. Quand on allume la lumière, eh bien, on active directement, instantanément ou presque, des structures qui sont localisées dans le cerveau. Ces structures sont très nombreuses, ici seulement quelques-unes ont été représentées. Une structure qui va libérer la sérotonine, une hormone très importante dans la régulation de l'humeur.
la dopamine va être libérée. Elle est impliquée aussi dans l'humeur et dans certaines fonctions cognitives, mais aussi dans le mouvement. Le système de récompense va être activé par la lumière. Ça, c'est important. C'est vraisemblablement, on le pense, ce qui nous permet de nous sentir à l'aise, heureux et plutôt de bonne humeur lorsqu'on est exposé à la lumière. L'horloge circadienne en rouge, j'en ai parlé. L'amygdale est une structure qui est aussi impliquée dans la régulation de l'humeur. On pense donc que via l'amygdale, par exemple, et le raphet, la lumière a la capacité d'améliorer l'humeur. Vous savez, on utilise la photothérapie en clinique du sommeil pour traiter des troubles du sommeil, mais aussi en clinique pour traiter des troubles de type dépression, saisonnière et non saisonnière. On ne savait pas très bien pourquoi, on l'utilise depuis 20 ans, mais on ne savait pas très bien quels étaient les mécanismes. On connaît maintenant les mécanismes, on pense qu'ils passent par l'activation de ces structures dans le cerveau. À droite, d'autres structures, par exemple, le sommeil, VLPO, est complètement inhibé par la présence de lumière, parce que cette structure est connectée à cette structure, parce que les cellules de la mélanopsine sont connectées à ces structures. La cognition et la mémoire aussi sont très activées par la lumière. Donc vous voyez, on considère que la lumière, globalement, active des fonctions biologiques qui sont associées à l'éveil et qu'elle inhibe les fonctions du sommeil. Alors l'effet de la lumière dépend d'un ensemble de choses, dépend de l'intensité de la lumière à laquelle on est exposé, dépend de la durée de l'exposition, ça c'est assez classique en biologie. Plus le stimulus est important, plus l'effet observé est important. Ce qui est moins classique, c'est l'heure de l'exposition. On va le voir, selon l'heure à laquelle on est exposé à la lumière, eh bien l'effet ne va pas être le même. Et puis le dernier point, la longueur d'onde lumineuse, la couleur, ça c'est très important. C'est classique hein, en biologie, en pharmacologie par exemple, on utilise des molécules qui vont avoir des effets très spécifiques sur certains récepteurs. Et bien là c'est la même chose, la lumière va avoir des effets très spécifiques sur les photorécepteurs. La mélanopsine nécessite une exposition à la lumière très particulière. Alors un tout petit point rapide pour vous montrer comment est-ce qu'on mesure en laboratoire ces effets de la lumière. Ici on voit 3 jours pendant lesquels on a mesuré la mélatonine avec des prélèvements sanguins chez un sujet jeune, une vingtaine d'années. Chaque petit point bleu illustre les concentrations de mélatonine à l'instant où était prélevé le petit échantillon sanguin. On voit jour 1, la mélatonine est sécrétée la nuit. La barre noire dessous vous montre la nuit. Deuxième jour, la mélatonine a la même allure. Vous voyez, elle est basse pendant la journée, élevée pendant la nuit. Troisième jour, on a le même profil. Chez cet individu, la sécrétion de mélatonine commence vers 22 heures. C'est un sujet qui est bien synchronisé aux 24 heures, ni couche-tôt ni couche-tard, un type intermédiaire. Le jour 4, on a exposé ce sujet à beaucoup de lumière, 10 000 lux, c'est ce qu'on a le matin au lever du jour, par exemple, ou le soir au coucher du soleil. 10 000 lux à l'intérieur, c'est très intense quand on est dans une pièce avec cette intensité, pendant 6h30. Qu'est-ce qu'on voit? Alors on voit d'abord que la sécrétion de cette hormone est complètement bloquée, mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on voit les jours d'après. Les jours 5, 6, 7, 8, regardez, ce profil de mélatonine, il a toujours la même allure, la même largeur, la même hauteur, mais au lieu de démarrer à 22 heures, eh bien, la sécrétion maintenant démarre à 1 heure du matin. Cette exposition à la lumière le jour 4 a retardé l'horloge biologique, elle a retardé la sécrétion de mélatonine, elle a retardé tous les rythmes biologiques qui sont contrôlés par l'horloge de 3 heures. Voilà ce qu'on appelle une désynchronisation, une resynchronisation de l'horloge biologique par la lumière. Voilà comment on s'y prend en laboratoire. Alors cette notion que j'ai évoquée tout à l'heure de l'effet qui dépend de l'heure est illustrée ici. Ça, c'est un sujet qui a sa mélatonine sécrétée pendant la nuit. Il est bien synchronisé aux 24 heures. Lorsqu'on s'expose à la lumière le soir ou en début de nuit, on retarde l'horloge. Lorsqu'on s'expose à la lumière le matin ou en fin de nuit, eh bien, on avance l'horloge. La mélanopsine, cette cellule très particulière de la rétine qui transmet l'information à l'horloge et à toutes ces fonctions dont on a parlé, eh bien, elle a une caractéristique très particulière. Elle est sensible au bleu, 480 nanomètres, c'est le bleu. C'est différent, évidemment, de la lumière qui est nécessaire pour activer les différents photorécepteurs, les cônes, qui sont sensibles aux couleurs. Donc, elles sont très sensibles à cette lumière. Dernier point, les rythmes biologiques adaptés, qu'est-ce que c'est? On a évoqué rapidement au début. C'est un ensemble de rythmes biologiques. Ici sont illustrés seulement quelques-uns. Le sommeil, évidemment, est réglé par l'horloge biologique. Notre système nerveux autonome, c'est la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Les performances cognitives sont rythmiques. L'humeur est rythmique. L'activité motrice, la puissance musculaire et physique et motrice. La mémoire est circadienne, elle est rythmique. Certaines hormones sont rythmiques. Le cycle cellulaire est rythmique. Il existe des horloges aussi en périphérie. Vous voyez donc que cette horloge biologique contrôle un ensemble de fonctions qui sont évidemment très influencées par l'exposition à la lumière qu'on va percevoir au cours des 24 heures.
On considère maintenant que l'horloge biologique, c'est un chef d'orchestre. Elle permet aux fonctions biologiques d'être exprimées au bon moment. La nuit, la température doit être basse, la mélatonine élevée, le cortisol bas en début de nuit et la production urinaire basse. Ça, ce sera favorable au sommeil. Le jour, la température sera élevée, la mélatonine basse et le cortisol élevé. Ça, ce sera favorable à la veille. Évidemment, si on cherche à dormir le jour, vous comprendrez que ça ne sera pas favorable au sommeil puisque l'horloge cherche à promouvoir la veille. Et de la même manière, si on cherche à travailler la nuit, on aura beaucoup de difficultés car l'horloge cherche à promouvoir le sommeil à tout prix. Donc le fonctionnement de l'organisme est totalement optimal quand l'horloge biologique est en phase, on dit synchronisée avec la journée de 24 heures. Conséquences, alors on en parlera peut-être dans les questions-réponses, je vais sauter ce point-là, je ne voudrais pas déborder trop. Pour terminer avec un dernier point, lumière artificielle, lumière solaire, deux études qui sont intéressantes. L'une qui s'est intéressée au travers de la RATP, environ 13 000 personnes qui ont été suivies, et la moitié d'entre eux étaient des travailleurs souterrains qui n'étaient pas exposés à la lumière solaire pendant leur poste. L'autre moitié étaient ceux qui étaient en surface, et ils ont évalué la qualité du sommeil chez ces individus, et ils ont observé que chez les employés qui sont exposés à la lumière artificielle et jamais à la lumière solaire pendant leur poste, la qualité du sommeil était affectée négativement, plus d'insomnie, plus de somnolence pendant la journée et plus d'hypersomnie. Ça montre évidemment l'importance d'une lumière de qualité pendant le poste de travail. Dernière étude intéressante, sur le poste de travail, ils se sont rendus compte que certains individus souffraient de somnolence pendant la journée. Ils ont décidé d'augmenter la quantité de lumière bleue pendant le poste de travail. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ces situations? Eh bien, il y avait une amélioration des performances cognitives, de la vigilance et du sommeil. Ça montre là encore que, eh bien, on peut manipuler le spectre lumineux auquel on est exposé pour améliorer certains paramètres de santé. Est-ce que la lumière n'a que du bon? Non, mais on ne va pas le voir en détail parce que je crains qu'on déborde trop. On va s'arrêter sur la conclusion. 5 points. La lumière est indispensable à la bonne synchronisation de notre horloge biologique, on l'a vu, et à la régulation d'une multitude de fonctions biologiques qui sont majeures, le sommeil, l'humeur, la mémoire, la cognition, le métabolisme. Un environnement lumineux approprié en intensité, en spectre et en timing peut conduire à des troubles, et on pense aux postes de travail mal éclairés, aux écrans le soir et au travail posté, au travail de nuit. La lumière est utilisée maintenant depuis 20-30 ans en clinique pour traiter des pathologies, du sommeil et de la dépression, dans des institutions en ce moment pour améliorer le sommeil des sujets âgés. Elle doit être mieux prise en compte dans notre société pour améliorer la santé et le bien-être, et pas uniquement pour le travail de nuit auquel on pense, parce que c'est un cas extrême. Dernier point, vous l'avez compris, je l'espère, une bonne hygiène de lumière est indispensable. La règle, c'est la lumière pendant la journée, soleil ou lumière blanche, et l'obscurité totale pendant la nuit, ou la lumière rouge, si on doit aller au petit coup. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Claude Gonfier, pour cette intervention très détaillée et très complète. Donc, comme vous l'aurez compris, Claude Gonfier, c'est un expert dans son milieu et quelqu'un de reconnu pour justement ses travaux sur la lumière. On avait une petite question d'Oriane Pierre Justin qui nous demandait, qui voulait vous poser la question. Dans les pays nordiques, pendant la période estivale, les gens ne voient pas, ils ne voient jamais la nuit pendant des nombreuses semaines. Et est-ce que les impacts, justement, ont été mesurés sur ces gens-là pendant ces périodes extrêmes, estivales et hivernales? Oui, c'est une bonne question. Peu d'études ont été faites dans ces populations. Les quelques-unes qui ont été menées ont montré que, en effet, dans ces populations, il y avait une tendance très importante, une prévalence très élevée pour la dépression saisonnière et outre une humeur abaissée pendant l'hiver, eh bien un fonctionnement, un bien-être, un état de bien-être général qui était relativement plus bas que dans les populations plus au sud de l'Europe. Donc en effet, on pense que c'est en grande partie lié à la photopériode, à la durée de l'exposition à la lumière pendant la journée, à l'intensité de la lumière et à une lumière un petit peu différente, évidemment très réduite en hiver. Très bien, j'espère que ça répond à ta question, Oriane. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a Laurence Franco qui vous remercie pour cette présentation. Merci. D'accord, très bien, ça a répondu à Oriane. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, il y aura, vous n'hésitez pas
à poser des questions au fur et à mesure. Bien, il y aura des temps où justement les intervenants vous pourront revenir sur des questions assez précises. Bon, ben, merci beaucoup Claude Gonfier pour cette présentation. Plaisir. Donc maintenant qu'on a vu toute la partie très scientifique et très, on va dire, dans le sujet et très, voilà, scientifiquement prouvé tout ça de la lumière, on va maintenant partir plutôt sur l'innovation technologique que Manon va vous présenter. Donc, alors, je vais mettre mon écran. Voilà. Donc maintenant que Claude Gonfier a parlé justement des problématiques liées à la lumière et à la santé, Manon, elle, va vous parler de la solution que la société Libu offre justement pour cette problématique-là. Et donc, je vais te laisser la main, Manon, pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir la présentation. Voilà. Donc moi, je m'appelle Manon, je représente la société Libu, qui est une société qui conçoit des éclairages bien-être pour les entreprises. Donc, comme l'a dit Claude Gonfier juste avant, la lumière, c'est extrêmement important. Et pourtant, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu négligé, un peu laissé de côté. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer une solution qui peut répondre à cette problématique. Et nous, notre promesse, c'est de vous dire que simplement en allumant la lumière, vous allez pouvoir augmenter le bien-être des collaborateurs. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on passe en moyenne 80% de notre temps enfermé. Donc enfermé dans les bâtiments, loin de la lumière naturelle, dont près de 8 heures au travail. Donc actuellement, vous êtes peut-être derrière votre bureau, peut-être un peu loin des fenêtres, peut-être que vous avez fermé les stores pour les reflets sur votre écran. Et ça, c'est pas sans conséquence forcément. Parce que, comme l'a dit Claude Gonfier, le synchroniseur numéro 1 de l'horloge biologique, c'est la lumière, et à plus forte raison, la lumière naturelle du soleil. Et dans le milieu professionnel, vous êtes plutôt éclairé par des lumières qui sont artificielles et qui vont avoir tendance à dérégler un peu cette horloge. Et ça va engendrer du stress, de la fatigue, des erreurs, parfois même des arrêts maladie, par exemple dans le cas de la dépression saisonnière. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que l'éclairage professionnel, c'est un réel enjeu de santé publique. Et c'est là toute l'ambition du projet Libu, c'est de donner une solution à ce problème. Donc, on a conçu une solution qui est une dalle à LED, un luminaire, qui va être basse consommation. Donc, c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans une démarche RSE, qui va favoriser la régulation de l'horloge biologique par la lumière. Donc, dans une démarche de qualité de vie au travail, on va améliorer le bien-être des salariés. Et tout ça, c'est un design très simple qui va s'intégrer très facilement dans l'environnement de travail avec une pause facilitée. Et cette solution, c'est une solution qui repose sur une innovation technologique brevetée, qui va avoir une lumière qui va être proche d'une lumière naturelle, plutôt confortable et avec des cycles lumineux qui vont être intégrés dans le luminaire. Voilà, une utilisation très simple pour les salariés. Le premier point, c'est qu'on va proposer un meilleur rendu de l'environnement. Donc là, on parle de toutes les composantes visuelles, les couleurs, les images. Donc ici, on a une image avant et après installation. Donc avant installation, on avait des tubes fluorescents. Donc nous, on a un format qui est standard, qui va permettre de remplacer ces systèmes à tubes fluorescents, carrés ou rectangles. On voit que sur la première photo, les couleurs, elles sont un petit peu ternes. On a un éclairage qui est artificiel, alors que sur la seconde photo, on a des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus naturelles. En fait, l'idée, c'est de voir qu'on pourrait presque comparer l'environnement de travail à un environnement de travail éclairé par la lumière du soleil. On va avoir un cycle lumineux qui va varier en couleurs au cours de la journée. Donc, comme le soleil, le matin, on va avoir des couleurs un peu plus chaudes, le soir aussi. Et le midi, on va avoir des couleurs un peu plus froides, un peu plus bleues. Et on va avoir également des signaux non visuels, donc ce dont vous parlez Claude Gonfier tout à l'heure. C'est une émission de lumière qui va permettre juste de redonner des repères temporels au cerveau au cours de la journée. Donc ça va se passer de façon continue au cours de la journée. Il n'y a aucune action à avoir. Et ça va permettre de réguler l'horloge biologique de façon naturelle. Cet éclairage, on l'a testé sur le terrain chez 3 entreprises. Donc l'idée de cette phase de test, c'était de pouvoir mesurer l'influence de la lumière directement sur les salariés. Et on a eu des résultats qui étaient très probants, avec une réelle amélioration de la qualité de vie au travail. Donc une amélioration de la qualité du sommeil, parce qu'on a vu que le sommeil et l'horloge biologique, c'était très lié. Une amélioration de l'humeur également, une diminution de la somnolence, notamment
après le déjeuner. Et surtout, on a mesuré une diminution du stress ressenti, un quart de stress ressenti en moins chez les salariés participants. Donc, c'est vraiment quelque chose qui démontre que l'éclairage, il a une influence directe sur le bien-être des salariés. Et a fortiori, l'éclairage Libu permet une amélioration de la qualité de vie au travail de manière générale. Alors, où est-ce qu'on peut utiliser l'éclairage Libu? On peut l'utiliser dans les espaces de travail. Donc, par exemple, ici, on a une photo d'un bureau. Voilà, dans les bureaux, on va avoir tendance à soit être plutôt loin des fenêtres, soit parfois fermer les stores pour les reflets sur les écrans. Et surtout, c'est des lieux où on va passer énormément de temps. On va y passer 7-8 heures par jour. Donc, c'est très intéressant d'avoir un éclairage qui est adapté pour ce type de lieu. Et puis, on peut également penser aux espaces de repos, donc les espaces de détente, les salles communes. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a un éclairage qui est vraiment optimal, très confortable, très agréable. Et donc, ça va favoriser le bien-être dans ces lieux qui sont plutôt dédiés à ça. Nous, notre idée, c'est de vous dire aujourd'hui que l'éclairage, ça ne sert pas seulement à s'éclairer comme on a tendance à le penser, mais c'est vraiment un outil qui peut favoriser votre bien-être, votre santé et votre sécurité. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre éclairage. Donc, actuellement, on est ouvert pour nos produits. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Alors. Ok, bon, merci beaucoup Manon pour cette intervention. Il nous semble, enfin, je me sens sur mon ordinateur, on n'a pas eu la toute dernière slide de conclusion. En tout cas, il y a eu des petites coupures. Donc voilà. L'idée, c'est si vous avez des questions, enfin, vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas. Donc vraiment, voilà, l'idée c'était de vraiment avoir un expert du milieu sur la thématique lumière et santé et une réponse à cette problématique. Alors, on a une petite question d'Aurélien. Aurélien demande si l'éclairage Libu existe sous d'autres formes que des dalles au plafond, en lampe de bureau par exemple. Alors aujourd'hui, non, pour l'instant, on a des dalles de plafond, donc les deux formats standards, le carré et le rectangle, mais on va avoir d'autres formats qui vont arriver par la suite. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut s'envisager par la suite, mais à ce jour, non, on n'a qu'un seul format vu qu'on se lance, c'est le début. Une autre question de Stéphane Kerzuzan qui nous demande l'ordre de grandeur d'une coût d'une installation, par exemple pour une pièce de 100 mètres carrés. Donc nous, généralement, ce qu'on fait, c'est que on propose donc déjà dans le cadre de la vente une simulation donc pour dimensionner le nombre de luminaires qui va être nécessaire dans une pièce. Donc il faut savoir que ça va dépendre de pas mal de paramètres, de l'exposition à la lumière naturelle notamment. Et pour une pièce de 100 mètres carrés, il faut compter environ 3 000 € pour un ordre de grandeur, voilà, pour équiper l'ensemble de la pièce. Ça va représenter entre 12 et 15 luminaires généralement. Voilà. Alors, j'ai vu que Sophie demande s'il y aura accès à la présentation. Alors, bien entendu, vous allez recevoir un lien après pour avoir accès au replay. Donc, vous pourrez regarder à ce moment-là. Laurence ouvre justement le débat sur quelque chose qui est assez important. Elle dit que justement la vraie réponse à la problématique, pour elle, c'est plutôt une réflexion amont à la conception sur les bâtiments dédiés aux espaces de travail et justement plutôt que ainsi que l'aménagement intérieur des bureaux et que l'éclairage artificiel, elle pense vraiment que c'est un complément à la lumière naturelle. Donc vraiment d'abord favoriser la lumière naturelle plutôt que venir apporter des solutions d'éclairage artificiel.
Oui, alors tout à fait. C'est vrai que c'est l'idéal, hein. Il vaut toujours mieux avoir de la lumière naturelle. L'idée du ce système, c'est qu'il permet de remplacer en fait les éclairages qui sont obsolètes, notamment les systèmes à tubes fluorescents qui existent encore dans beaucoup de lieux. Et lorsqu'on n'a pas la capacité de reconcevoir un bâtiment, ça peut être intéressant de remplacer en fait les lumières existantes par ceux-ci. Alors, il y a certains types d'espaces qui vont beaucoup plus s'y prêter. Par exemple, des pièces aveugles ou des pièces en second jour. Ça peut être beaucoup plus intéressant, bien entendu, que si on est au bord d'une fenêtre, il vaut mieux profiter de la lumière naturelle. C'est normal. Mais effectivement, c'est quelque chose. Enfin, l'aménagement des bureaux doit être pensé selon l'exposition à la lumière naturelle. Mais malheureusement, on n'a pas toujours ce choix dans tout type de lieu. Super. Je crois que Laurence est d'accord avec vous. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à notre deuxième thématique, qui est d'apprécier le travail sans négliger sa posture. Donc vraiment, là, on était plutôt sur l'architecture du bâtiment, sur on va dire des solutions un peu plus lointaines. Là, on est vraiment sur des outils qui vont être beaucoup plus proches de l'utilisateur. Et on va commencer par une intervention de Pierre Buraglia, qui est chiropracteur dans la région Nouvelle-Aquitaine et à Chirocéan. Bonjour à tous, petit souci technique lors du live, mon son ne fonctionnait pas donc vous n'avez pas pu avoir la présentation sur les gestes et postures au travail. C'est pourquoi on a décidé de l'enregistrer afin de le rajouter au replay. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'effectuer une petite présentation globale sur les gestes et postures et les conséquences sur votre santé et celle de l'entreprise. Dans un second temps, vous diffusez une vidéo que j'avais réalisée pendant le confinement qui explique cette posture et notamment en télétravail. Ça sera plus digeste que les PowerPoint. Donc ça présentera un peu les mauvaises postures à éviter, les causes et comment les corriger. Et dans un dernier temps, vous présenter un peu les conséquences et quelques solutions qui sont possibles pour faire attention. Je m'appelle Pierre Buraglia, je suis chiropracteur à Bidart et Bayonne et j'ai effectué également un Master 2 en neuromotricité à la faculté de médecine pour l'aspect recherche et la clinique sur tout ce qui est neurorééducation en parallèle. La chiropraxie, je vous fais un bref rappel parce que c'est encore un peu méconnu en France. Certains d'entre vous se demandent peut-être ce que c'est. C'est une thérapie manuelle qui est spécialisée dans la détection, la prévention et le traitement des différentes pathologies musculaires, articulaires et nerveuses. Donc c'est le spécialiste en bref de la colonne vertébrale et des pathologies. Il apporte une attention particulière au système nerveux, mais il ne travaille pas que sur la colonne vertébrale. On va le voir directement sans passer par le médecin car la formation est très approfondie. Donc il est capable de détecter les différentes problématiques, les traiter ou vous référer vers la personne adéquate si ce n'est pas dans son champ de compétences. Donc on a une profession qui est agréée et reconnue par le ministère de la Santé. Il y a une seule école en France et c'est accrédité au niveau international. Et on est assez avantagé au niveau des décrets. Côté budget, on est remboursé par la plupart des mutuelles. Et surtout, ça permet une diminution des dépenses de santé car généralement, on n'a pas besoin de retourner beaucoup chez le chiropracteur. C'est très complet une séance et on va donner toutes les indications qu'il faut pour vous aider. Alors, on va parler des contraintes posturales et articulaires au travail. Il y a de nombreuses études qui existent sur le sujet. Celle-là est un petit peu vieille, mais elle nous permet de voir que 32% des salariés sont exposés à des situations fatigantes, donc que ce soit les gestes répétitifs, les positions debout prolongées, etc. 21% des salariés sont confrontés à des postures pénibles, donc à genoux, par exemple quand on fait le sol, les bras en l'air pour les peintres, le nettoyage, des positions en torsion pour tout ce qui est manutention ou différents métiers comme assistant dentaire ou dentiste. 10% des salariés sont exposés à des contraintes cervicales, donc ça c'est une vieille étude, mais aujourd'hui avec le développement du travail sur ordinateur et des différents chats, etc., on se doute bien que ces contraintes sont bien plus importantes maintenant. Alors l'ensemble de ces contraintes peuvent aboutir à des troubles musculo-squelettiques ou TMS qui représentent plus de 50% des arrêts de travail et 80% des maladies professionnelles. Donc c'est quelque chose d'énorme et à ne pas négliger
qu'est-ce que c'est que ces TMS? C'est l'ensemble des maladies localisées au niveau et autour des articulations donc de vos membres, que ce soit le poignet, le coude, l'épaule, les genoux, les hanches, bref, vos articulations de manière générale, mais également votre colonne vertébrale et ses articulations, disques, qui sont en rapport avec votre système nerveux. C'est des choses qu'on aimerait bien éviter, que ce soit au travail comme dans notre vie quotidienne. Et ça engendre également un coût énorme pour les entreprises et elles sont en augmentation de 8 à 10% par an. Donc avec l'évolution des choses, ça ne fait que s'aggraver. Donc là, je vous ai mis un petit rappel non exhaustif des différentes pathologies qui sont regroupées dans les TMS. Donc voilà, ça fait des choses, hein. Que ce soit au niveau des cervicales, des torticolis, des lumbagos, des sciatiques, des tendinites, bref, vous avez le récapitulatif sous les yeux. Alors la posture sur ordinateur, c'est celle qu'on va aborder aujourd'hui, ça prendrait trop de temps d'aborder les autres, et c'est celle qui est la plus communément adoptée. Je ne vous fais pas quelque chose d'indigeste, je vous passe juste les diapos pour que vous puissiez revenir dessus, et on va aborder tout ça dans la vidéo. Donc la disposition du poste de travail est essentielle. Le réglage de l'écran sur lequel Antonin va revenir, qui met énormément de contraintes au niveau des cervicales et qui est surtout pas à négliger. Le réglage de l'assise également. Le réglage du clavier et de la souris, c'est quelque chose d'essentiel pour éviter tout ce qui est tendinite avec les déviations, extensions, etc. Je vous passe tout de suite la vidéo qui explique tout ça et on se retrouve en suivant pour en discuter. Bon visionnage! Donc vous vous doutez bien que la première posture que l'on va aborder, c'est celle communément qu'on adopte tous à la maison, c'est-à-dire sur le téléphone portable avachi sur le canapé, face à l'écran, face à votre ordinateur si vous télétravaillez ou pour les tâches quotidiennes, si vous révisez également. Et on va insister particulièrement sur la posture face au poste de travail. Alors, vous vous doutez bien que l'être humain n'est pas fait pour rester assis pendant des heures. Et en posture assis, on va faire attention à respecter les courbures au niveau de la colonne vertébrale, de même façon que si on était en position debout, en particulier au niveau du bas du dos, au niveau du creux, au niveau des lombaires qu'on appelle la lordose lombaire. Donc on va faire particulièrement attention à l'assise, un siège idéalement qui monte et qui descend, ou adapté au gabarit, de manière à avoir les deux pieds ancrés au sol, et les genoux à 90 degrés. Donc ça, dans le but d'éviter de venir fléchir au niveau du bas du dos et de s'avachir. Parce qu'en position avachie, on va créer des tensions au niveau des disques. Donc les disques vont avoir tendance à se bomber vers l'arrière. Ça va créer le noyau qui est au milieu du disque va venir bomber, partir un peu vers l'arrière et créer de la tension sur les fibres qui vont générer au fur et à mesure des douleurs. Idem au niveau des ligaments, etc. Ça va, des articulations, votre dos ne va pas aimer. D'autre part, on va avoir tendance à donc, se recroqueviller vers l'avant, avoir des tensions qui se créent entre les omoplates, au niveau du cou, avec la tête qui part un peu en avant. On va se couper la circulation sanguine, un petit peu l'afflux sanguin au niveau des cuisses, se créer des tensions également si les pieds sont pas bien à plat. Et on va reposer sur notre sacrum et le coccyx. Ils ne sont pas prévus à cet effet, ça va générer des tensions. Et à force de frottement, on peut même développer un kyste pilonidal. Donc je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Donc en adoptant cette posture, genoux à 90 degrés, pieds posés, bassin un peu avancé vers l'avant, torse ouvert, torse bombé vers l'avant, épaules vers l'arrière, on va déjà travailler nos muscles. Parce qu'on est tous, en adoptant des bonnes postures, et au fur et à mesure, on devient paresseux, le corps devient paresseux. Donc, adopter cette posture, c'est bien pour éviter de vous blesser, mais c'est la posture fonctionnelle pour que tout soit au carré. Vous pouvez vous aider, si vous ne voulez pas trop faire travailler les muscles, d'un petit oreiller au niveau du bas du dos pour accommoder, pour garder le creux. Au niveau de la posture des bras, donc idéalement, c'est important de ne pas avoir les bras sur les côtés parce qu'on va venir se perturber au niveau des épaules, donc avec des muscles qui vont travailler de façon parasite, les deltoïdes, les supraépineux, se créer des douleurs à ce niveau-là. On va surutiliser les muscles au niveau du cou, les élévateurs de l'omoplate, les trapèzes, etc.
les avant-bras doivent être posés idéalement sur des accoudoirs et une partie des avant-bras sur la table qui est également donc, à hauteur de façon à que votre coude fasse 90 degrés. Donc le bras sur l'avant-bras, on a 90 degrés. La distance par rapport à l'écran doit être au minimum égale à la longueur de votre bras, de façon à respecter vos yeux, premièrement, et puis si vous travaillez sur un ordinateur portable, pour ne pas avoir à vous avachir ou autrement être trop recroquevillé sur vous-même et donc crisper un petit peu au niveau des épaules. C'est pour ça qu'il est préférable d'avoir un écran amovible et une unité centrale de manière à amener l'écran au niveau des yeux ou un petit peu en dessous des yeux et d'avoir le clavier assez proche de soi de manière à justement pas venir s'avachir. Pour ce qui est des ordinateurs portables, vous pouvez les surélever avec des bouquins par exemple pour justement ne pas avoir à baisser trop la tête, mais c'est un peu un piège parce que si vous n'avez pas de clavier indépendant, vous allez avoir tendance à venir justement sursolliciter vos muscles et avoir de la flexion ici et vous créer des tendinites. Donc l'ordinateur portable, on évite d'y travailler des heures ou de rester des heures sur son ordinateur portable, en tout cas pour y taper quelque chose. Pour ce qui est des avant-bras, donc posés, on a dit, mais parallèles entre eux, de manière à, quand on tape, de ne pas venir casser les poignets, ce qui va venir solliciter des muscles, donc les déviateurs ulnaires ou les déviateurs radiaux, et créer des tensions. De même pour la souris, on garde la souris sur le côté de l'ordinateur, parce que si on l'a devant soi, on va venir crisper le poignet et se créer des tensions également. Autre chose, donc on en parlait tout à l'heure, que ce soit sur la souris ou sur l'ordinateur, si on a les mains en extension, ça va créer des perturbations au niveau du canal carpien. Donc venir réduire le diamètre de ce canal et venir titiller le nerf médian qui va venir innerver les trois premiers doigts. Et on va avoir pas mal de symptomatiques comme ça face au poste de travail. Ça va aussi sursolliciter les extenseurs, donc on peut se créer des tendinites au niveau du coude. De même, donc quand on a le clavier trop bas, on va sursolliciter les fléchisseurs. Pour ce qui est de la souris, toujours, on garde la souris dans l'axe du majeur, de manière à ne pas casser le poignet toujours. Et idéalement, on utilise une souris ergonomique de façon à ne pas être en déviation, en pronation ou en supination, pour rester en position neutre et pas se créer de tension. Toujours au niveau des tendinites, on assiste à pas mal de personnes qui viennent taper, que ce soit pour jouer avec la touche espace ou pour travailler tout simplement. Donc qui sursollicitent le pouce ou qui le gardent un petit peu en l'air, et ça va avoir tendance à utiliser le long abducteur et le court extenseur du pouce et créer ce qu'on appelle vulgairement la ténosynovite de Carvin, qui est grossièrement une sorte de tendinite à ce niveau-là, qui est très difficile à soigner et qui est très douloureuse, qui prend beaucoup de temps à partir. Donc c'est bien d'éviter de sursolliciter son pouce. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est avoir un petit pad en liège de préférence pour la planète, pour éviter de sursolliciter votre pisiforme, donc ce petit os ici, à côté duquel passe le nerf ulnaire et l'artère, parce qu'on va se créer des symptomatiques également à ce niveau-là, se désensibiliser. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Pour ce qui est des mauvaises postures, on a tendance à croiser les jambes parce que c'est agréable, sauf que ça va créer des tensions non homogènes au niveau des ischions, donc là où repose le fessier. Ça va venir mettre de la tension au niveau de certaines fibres de la capsule articulaire de la hanche. Et surtout, ça va venir fléchir à nouveau le bas du dos. Pour ce qui est encore d'une mauvaise posture et la classique, on a tous tendance à se mettre comme ça. Donc, ça va créer des tensions au niveau du nerf ulnaire, ici au niveau du coude, ce qui peut créer des symptômes au niveau des fourmillements, au niveau des deux derniers doigts. On peut aussi avoir trop de pression et ça peut créer des problèmes au niveau de la peau, des œdèmes ou différentes douleurs. On va aussi, encore une fois, travailler sur le canal carpien
quand on est comme ça, et puis sursolliciter certains muscles, certaines articulations au niveau des cervicales, sursolliciter le côté vers lequel on penche, et ça va amener à pas mal de compensations. Donc voilà, et n'oubliez pas, donc si vous pouvez moduler votre écran, ça va vous éviter, ça va prévenir l'apparition de certaines douleurs, certains maux de crâne. C'est pareil au niveau de la luminosité, essayez de choisir une luminosité basse pour vous préserver les yeux et pour bien dormir. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce qui est des postures face au poste de travail. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur ma page Chiroséan sur YouTube pour voir les postures de sommeil par exemple, comment se soulager les douleurs cervicales et entre les omoplates liées à la posture sur l'écran entre autres, et j'en ferai d'autres au fur et à mesure. Pour conclure, donc les troubles musculo-squelettiques en entreprise, ça a des conséquences désastreuses chez les employés, mais également pour l'entreprise parce que ça aboutit à une diminution des prestations des travailleurs, une augmentation de l'absentéisme, des accidents au travail, etc. Il faut augmenter la rotation du personnel pour remplacer les personnes touchées. Voilà, ça atteint l'image de marque de l'entreprise. Donc c'est quelque chose de très important côté salarié comme employeur. C'est pourquoi les chiropracteurs peuvent passer en entreprise également pour analyser la posture, pour donner des conseils, effectuer des présentations pour sensibiliser, recenser les TMS et effectuer des ateliers à thème sur différents sujets et surtout faire des consultations préventives ou thérapeutiques pour s'occuper de ces TMS quand elles sont déjà présentes. Voilà, donc ça permet d'améliorer la santé et le bien-être des employés au travail, de diminuer l'absentéisme et ses coûts, donc jusqu'à 40% d'absentéisme en moins grâce à l'intervention d'un chiropracteur, et d'améliorer l'attractivité et l'image de l'entreprise du point de vue des employés. En très bref, comment se passe une consultation? Il y a donc une première partie d'interrogatoire où le chiropracteur va poser des questions sur les antécédents, sur l'hygiène de vie, pour vraiment essayer de cibler les différentes problématiques, analyser les examens, les radios, etc. Ensuite, examiner la posture, la façon de marcher, l'équilibre, les amplitudes de mouvement, effectuer des tests orthopédiques pour tout ce qui est pathologie et dépistage. Et ensuite, le côté pratique, donc on utilise nos mains pour justement venir relâcher les articulations, rééquilibrer les tensions musculaires, travailler sur les fascias, etc. pour libérer le plus possible les articulations et votre système nerveux. Et ensuite, le chiropracteur vous donne des conseils de posture, des conseils à effectuer à la maison et également sur votre hygiène de vie pour que cela impacte le moins possible votre santé. C'est tout pour cette présentation, j'espère que c'était clair pour vous et pas trop dense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées ici. Vous pouvez aussi faire un tour sur la page chiroséan.fr si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus, et vous abonner aux différents réseaux sociaux sur lesquels je poste de temps en temps pour donner des conseils au niveau postural et au niveau santé de manière globale. Et je laisse la main à Antonin qui va vous présenter le concept Lookup. Voici Antonin, donc, qui est fondateur de Lookup, une start-up paloise, et qui va nous parler de sa solution. Voilà. Ok, bon, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien installés devant votre ordinateur, parce que c'est ce dont Pierre a un peu commencé à parler, mais malheureusement, on ne l'entend pas si bien que ça. Donc l'idée, voilà, c'était de réfléchir à notre posture et à nos nouveaux usages de la nouvelle technologie lorsqu'on est au travail et qui est en train de se démocratiser un peu sur différents aspects. Et pour ça, je voulais remettre un peu le contexte global des tendances que vous connaissez certainement aussi bien que moi, mais on voit dans les entreprises des nouvelles façons telles que le flex office qui arrive ou le coworking et des collaborateurs qui sont de plus en plus amenés à se déplacer. Et j'ai même juste envie de vous préciser que le télétravail a explosé, mais je pense que vous êtes les premiers à l'avoir testé. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'avec tous ces modes de travail et ces nouveaux environnements de travail, il y a une chose qui est en commun, c'est notre ordinateur portable. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de visionner ce webinaire sur votre ordinateur portable et qui est devenu votre outil de travail indispensable. Mais maintenant,
ce qui est intéressant de prendre en compte et de prendre du recul même sur notre utilisation, c'est qu'il y a un impact certain sur notre posture. Pierre aurait pu l'expliquer un peu, c'est-à-dire que finalement, l'usage intense, et les chiffres parlent, c'est qu'aujourd'hui, on passe plus de 6 heures en moyenne par jour sur notre écran, ce qui est à la fois parce que finalement, l'ordinateur portable devient un outil pour le travail, certes, mais aussi pour le divertissement pour certaines personnes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et vous êtes les premiers, moi le premier, il y a 61% des Français qui travaillent quotidiennement sur l'ordinateur portable. Donc c'est, comme on l'a vu, c'est un usage qui est vraiment qui est devenu intense et se pose la question de l'impact sur notre santé physique. Et sur une étude qu'on a pu mener auprès de 650 personnes qui ont répondu, ce sont 53% des personnes qui se plaignent de douleurs au niveau des cervicales. Ce qui veut dire qu'une personne sur deux, aujourd'hui, même un peu plus, sont confrontés à des douleurs au cervical liées à cette utilisation. Donc, important de repréciser que l'ordinateur portable, et j'aimerais qu'on soit un peu clair là-dessus, c'est pas fait pour qu'on passe plus de 2 heures, plus de 4 heures dessus par jour, parce que l'ergonomie de cet ordinateur n'est pas fait pour une utilisation aussi intense. Et donc, on voit l'impact sur la santé qui est assez inquiétant, et notamment au niveau des cervicales, au niveau des lombaires, il y a aussi au niveau de la vision, il y a énormément de choses qui sont impliquées. Et donc, de ce constat, qui était à la base très personnel, mais qui, finalement, au vu des chiffres, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était plus global, j'ai souhaité réfléchir à une solution simple et efficace qui était en adéquation avec nos modes de vie. Et c'est pour ça que j'ai créé, il n'y a pas très longtemps, un support d'ordinateur portable qui va améliorer naturellement la posture. Voilà à quoi il ressemble. On l'a fait donc, ce qui va se passer avec ce support d'ordinateur, c'est qu'il va relever l'écran de votre ordinateur portable, comme je peux le faire en ce moment même, et il va donc naturellement améliorer la posture, puisqu'on va relever la tête et replacer le cerveau au-dessus de notre corps. Ce qui fait qu'il n'y a plus cette charge de la tête au niveau des cervicales. Donc, ce qui était important, c'était de pouvoir, et il y a un petit schéma qui le montre, d'améliorer l'ergonomie du poste de travail avec l'ordinateur portable, parce que finalement, ces problèmes de cervicales, on ne les avait pas avec un ordinateur fixe, puisque tout était plus ou moins adapté, et on pouvait régler en fonction de l'inclinaison et la hauteur de l'écran. Donc voilà. Ce qui était intéressant de promouvoir auprès de ce produit aussi, c'était de s'adapter aux nouvelles méthodes et aux nouveaux environnements de travail. C'est-à-dire qu'on l'a fait transportable, comme vous le voyez, on peut le plier, afin que chacun puisse le glisser dans sa pochette, ou quand il va en déplacement chez un client, il puisse le prendre dans son sac à dos, et qu'il soit vraiment simple à mettre en place. Ça, c'est un petit plus qui est d'actualité aujourd'hui, mais ce qu'on voulait aussi, c'est qu'il soit fabriqué en France, et aujourd'hui, ça l'est, et en plus, il est fabriqué à partir de déchets. Donc, c'est des vieux meubles qui sont revalorisés et des chutes d'industrie qui sont récupérées, afin que cette solution ait un maximum d'impact positif sur votre santé et dans un même temps un minimum d'impact sur notre environnement. Voilà. De petites mises en situation, l'idée c'était vraiment qu'il s'adapte à l'environnement de travail, que ce soit quand on a un clavier déporté, ce qui est idéal honnêtement quand on utilise un ordinateur portable, c'est de revenir finalement à l'ergonomie d'un poste fixe, mais aussi qu'on puisse travailler avec le clavier de l'ordinateur et qu'on ne déplace pas le problème des cervicales au poignet en ayant une inclinaison qui soit trop importante. Et c'est pour ça qu'il est réglable afin que chacun puisse se l'approprier. Voilà un peu. Je voulais terminer, je fais vite parce qu'il y a Pierre qui doit revenir après. C'est que l'idée, c'est quand même de prendre soin de nous et notre environnement, mais de rappeler que le trouble musculo-squelettique, il est multifactoriel. C'est-à-dire que la posture au travail est importante à prendre en compte, mais il y a aussi l'hygiène de vie, il y a aussi, on l'a vu, l'éclairage qu'il peut y avoir et l'aménagement de l'espace de travail. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais chacun à notre échelle, on va pouvoir mettre en place des solutions qui sont simples, qui sont concrètes, qui vont nous permettre, dans une démarche globale, d'améliorer cette qualité de vie au travail qui est importante et qui est juste nécessaire quand on voit le temps qu'on passe dans notre bureau aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'est, je vous invite à devenir acteur et actrice d'une qualité de travail engagée. Je vous remercie pour votre écoute et au plaisir d'avoir vos questions. Voilà pour moi. Merci beaucoup Antonin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Exactement. Ben, moi, j'ai une question qui rejoint un peu Stéphane, enfin, deux questions en fait. Je t'en prie. Déjà, je crois que tu en as parlé, mais enfin, la taille à peu près, ça s'adapte à quel type de PC en nombre de pouces par exemple. Ouais, bah, l'idée c'était qu'il soit universel et qu'il aille pour un 13 pouces comme pour un 15 pouces. Maintenant, j'ai découvert aussi la panoplie du parc informatique qui existe avec les différentes marques, les différents modèles. Et je pense que pour qu'elle soit j'en suis certain maintenant, pour qu'elle soit le plus adaptée, il faut que chaque modèle d'ordinateur en taille, donc un 13 pouces et un support d'ordinateur en 13 pouces, un 15 pouces et un 15 pouces, ça va jusqu'à 17 pouces. Et en fait, c'est juste les dimensions qui vont changer en fonction de l'ordinateur. Et ben, Stéphane qui pose une question, même question, c'est quoi à peu près le coût pour un support, on va dire par exemple pour un 13 pouces, pour un Mac? Pour un 13 pouces, aujourd'hui, j'ai lancé les précommandes via un financement participatif qui est toujours en cours. Et les supports d'ordinateur en hors taxe, ils sont à 39 euros parce qu'on voulait qu'ils soient toujours accessibles. C'est pas bon, dès qu'on rajoute de la valeur ajoutée telle que du Made in France, forcément derrière il y a des coûts qui sont encore plus élevés. Maintenant, on souhaitait que ça reste quelque chose qui soit accessible pour tout le monde, et c'est pour ça qu'il reste à 39 euros en hors taxe. Il y avait voilà, en sachant que des solutions comme ça qui peuvent être un peu moins faciles à mettre en place peuvent très vite aller vers 60-70 euros. Donc c'était garder accessible et que ce soit pas réservé à l'élite d'avoir un support d'ordinateur. C'est vrai que 39 euros rapportés au prix d'un ordinateur et C'est peut-être ouais. au prix d'une séance de chiropratie, tu me confirmes, mais je pense que C'est ça va. complémentaire. Ouais. Non, tout à fait. Voilà, c'était quelque chose de simple et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était avant tout très personnel où c'était en fonction de mes usages et finalement plus ça se développait, plus je me rendais compte qu'il y avait le côté nomade fait écho à beaucoup de personnes. Et là, avec le développement du télétravail, c'est d'avoir et le bureau et la maison pour travailler plutôt que d'en avoir deux, un à la maison, un au bureau, bah pouvoir faire un seul achat et que ce soit en plus vertueux au maximum, quoi. D'accord. Il y a Stéphane qui pose une question sur la durée Ouais. vie du produit. Est-ce que t'as pu la mesurer ou tu as un ordre d'idée à peu près Alors, mesuré, non, pas encore. Ça fait là, il y a des bêta-testeurs qui l'ont utilisé pendant 8 mois. Ils sont encore en train de l'utiliser tous les jours. Donc, au niveau durée de vie, on est OK. Et puis, c'est surtout que dans une démarche d'éco-conception, c'est le faire au maximum réparable. Donc, il y aurait une garantie qui serait sur 6 mois, voire 1 an dans certains cas, où s'il y a quoi que ce soit, on peut le renvoyer, le réparer. Ça, c'est tout à fait envisageable, quoi. D'accord. Enfin, c'est l'idée d'éviter d'avoir à changer systématiquement si c'est cassé. Non, on répare maintenant. Il y a Stéphane d'ailleurs qui pose une bonne question. C'est vrai que pourquoi pas imprimer des conseils de posture dessus, directement sur le support. Très bonne idée, Stéphane. On y avait un peu pensé à faire justement un QR code qui soit gravé parce que c'est du bois, donc on a l'avantage de pouvoir marquer ce qu'on veut. On trouvait ça un peu long de mettre toute une liste de conseils parce qu'il y en a énormément. C'est pas Pierre qui va me contredire, mais effectivement, oui, de mettre un petit QR code pour que les personnes intéressées pour aller plus loin dans la démarche puissent scanner et avoir accès à un document avec ces conseils. Ouais, excellent. Voilà. Ouais, Laurence qui dit aussi certaines entreprises voudront mettre leur logo, donc peut-être le vendre sous marque blanche ou personnalisable, ça peut être intéressant aussi. Ouais, tout à fait. Là, c'est l'avantage. On l'a fait un peu pour tester sur la campagne de financement participatif, c'est-à-dire que il y avait un pack entreprise avec 10 supports d'ordinateur où les gens peuvent mettre leur logo à la place du mien. Et ça a plutôt bien fonctionné. Encore ce matin, il y en a un qui est parti. Et effectivement, l'avantage du bois, c'est qu'on peut faire de la gravure et mettre. Alors, il y aura pas de couleur, mais on pourra tout à fait mettre des nuances de gris pour que le logo de l'entreprise puisse apparaître et que les collaborateurs puissent s'identifier au support d'ordinateur et à la démarche de qualité de vie au travail que met en place l'entreprise. Et en allant plus loin, de promouvoir ça auprès des clients, auprès des partenaires, etc. Puisque de la même façon que l'ordinateur est portable, le support d'ordinateur l'est aussi. D'accord, super. Il y a Stéphane aussi qui dit peut-être une version open source, imprimante 3D qui peut être intéressante. Alors là, je m'avance pas sur les modèles économiques, sur ce genre de choses, hein, parce que je m'y connais pas tellement. Ouais, il y aurait effectivement, de la même façon que je souhaite le rendre accessible, il y aurait pour toutes ces
ces personnes qui vont dans des Fab Labs aujourd'hui, pourquoi pas, oui, parce que c'est pas la majorité des personnes, il y a des entreprises qui n'ont pas spécialement ces envies-là. Effectivement, je te rejoins sur la complexité du modèle économique dans un cadre open source, mais tout est à imaginer, et effectivement, on pourrait tout à fait faire une version qui soit disponible en open source, carrément. Alors, Laurence. Plein de bonnes idées, Stéphane. Ouais, Stéphane est vraiment il propose plein de choses. Super. Ouais, c'est super. Il y a Laurence qui demande est-ce que vous pouvez proposer d'en mettre en test dans les entreprises? Ouais. Alors, en test, à voir ce qui est entendu par test, ce qu'on avait imaginé, c'était de faire de l'allocation, en fait, pour voir si sur 1 mois, 2 mois, si ça plaît aux collaborateurs et si c'est des solutions qu'ils souhaitent adopter dans les entreprises. Donc ça revient un peu au format de test. Et sinon c'est voir ce qui est envisageable. L'avantage, c'est que vu qu'on démarre, on va pouvoir tester tout plein de solutions. Est-ce que ça va être des formats de test ou est-ce que ça va être des formats achats où il y a tellement de choses à inventer. Peut-être que Stéphane a des idées, mais effectivement, le test, parce que pour les bêta-testeurs, notamment qui ont utilisé ça pendant 6 mois, 8 mois, comme je le disais, dès que je leur ai repris pour le faire tester à d'autres personnes, j'ai eu des petits messages en disant attends, il me manque un truc. Le cerveau, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau enregistre la bonne posture et derrière, une fois que il ne retrouve plus ce confort dans la posture, il va envoyer un message en disant faut faire quelque chose. Et donc il y a le côté éducation du cerveau à une bonne posture qui est intéressant aussi sur le produit, mais qui est un plus. De toute façon, c'est ce qu'on retrouve. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qu'on retrouve beaucoup sur les innovations et les solutions de bien-être en entreprise. C'est souvent la petite phrase l'essayer, c'est l'adopter. Hein. Nous, c'est pareil avec nos luminaires. Voilà. Ouais. Quand on essaye, généralement, c'est mieux. Et du coup, quand on enlève ce confort-là, on a un petit manque qui se crée. Alors, ouais, je suis un peu mitigé sur la notion de confort parce que je pense que ça devrait juste être essentiel et effectivement, quand on découvre, et je l'ai découvert en même temps que ce webinaire, tout ce que la lumière impacte sur notre le fonctionnement de notre cerveau, on se dit mais pourquoi on l'a pas fait plus tôt, quoi. Et donc ouais, ce serait avoir l'accès à toutes ces solutions simplement et arrêter de nous tuer au travail physiquement, mentalement et socialement, quoi. Réussir à ce que c'est pas rien la qualité de vie au travail. C'est l'idée de façon de ce webinaire, proposer des solutions pour améliorer la qualité de vie au travail. On est tous là pour la qualité de vie au travail de toute façon. Ouais. Alors, 2 petites questions. Alors, une petite question d'Oriane qui demande si Lookup a des buts internationaux moyen, long terme. C'est quoi votre stratégie sur ça? Ouais, génial. Merci Oriane pour la question. Alors, on vend du local, donc ce serait voir de l'international dans du court ou moyen terme serait pas ultra pertinent. On veut déjà continuer à bien se développer en France. Et après, l'idée, je sais pas si vous êtes familier avec cette question, mais c'est de faire de l'essaimage ou finalement de dupliquer, parce qu'aujourd'hui, tous nos fournisseurs, ils sont à 50, maximum 70 km de chez nous. Et c'est réussir par des circuits de proximité à développer les produits avec des matériaux qui sont, comme je l'ai dit, à partir de matières recyclées ou des chutes d'industrie du territoire. Et en fait, ce serait réussir à dupliquer ça dans un autre pays. C'est-à-dire que, je ne sais pas si demain, l'Allemagne, il y a un réel marché et des gens qui seraient intéressés à trouver les sources de déchets qui sont là-bas, les gisements de déchets, et apporter les outils et les partenaires sur place, parce que je reste convaincu que c'est en agissant localement qu'on peut apporter des solutions vertueuses jusqu'au bout. Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense qu'on est beaucoup d'accord avec toi. Tant mieux. Et le confinement a contribué à ça aussi. C'est ça. Alors, la question un peu qui revient là entre Laurence, Stéphane, aussi Pierre, un peu, tout le monde parle aussi du clavier déporté, voilà, qui serait peut-être intéressant d'avoir cette espèce de package kit support clavier justement pour les entreprises. Ouais, c'est effectivement, comme je le dis, c'est l'idéal, c'est de revenir à une ergonomie d'un poste fixe avec notre ordinateur portable qui est surélevé, avec l'écran qui est à la hauteur des yeux et le clavier déporté pour pouvoir
continuer à écrire autant qu'on pouvait le faire avant. En revanche, dès qu'on part sur du clavier, au niveau de la conception, c'est de l'électronique. Je maîtrise beaucoup moins, et les fournisseurs sont pour la plupart en Asie. Donc pour le moment, je suis un peu mitigé sur comment je me positionne par rapport à ça. Effectivement, c'est l'idéal. Il y a déjà pas mal de claviers qui sont quand même disponibles. À voir, pourquoi pas plus tard proposer un package qui serait top à la QVT au top. mais aujourd'hui, je suis encore un peu frileux sur tout ce qui est électronique, parce que comme j'ai dit, je cherche à faire proximité, déchets, et l'électronique, c'est compliqué. On a cette problématique-là aussi avec l'IBU. Ouais, mais c'est le jeu. Hein, c'est le jeu, exactement. Ce qu'on va faire, alors, donc comme je l'ai dit, c'était une webconférence autour de 2 innovations du bien-être au service du bien-être au travail. Donc plutôt la partie lumière et santé, et une autre partie plutôt posture au travail. Donc il reste quelques minutes. S'il y a peut-être une petite dernière question ou quoi, n'hésitez pas. Et puis ensuite, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine de la qualité de vie au travail. Et puis voilà.